RIP est un groupe de recherche sur les phénomènes paranormaux. Ils enquêtent sur les légendes des lieux les plus hantés d'Europe. Tous les événements inhabituels qui vont suivre sont réels. Voici l'une de leurs enquêtes. Il existe un manoir mystique, envoûtant au cœur de la forêt la plus mystérieuse, la forêt de Brocéliande. Ce manoir du XVIIe siècle a appartenu à un des médiums les plus populaires de France, Geneviève Zapfel. Cette femme était réputée pour ses dons et son regard glacial. L'équipe RIP va-t-elle percer les mystères du manoir du Tertre? Je l'ai vu descendre du tableau. Elle n'était pas dans le tableau, elle était 1 mètre devant ou 2 mètres devant. Vous avez entendu le souffle? On essaye? Alors demain, on va se rendre au manoir de Tertre, qui se trouve en Ille-et-Vilaine, près de la ville de Paimpont. Alors ce manoir, il a appartenu à Madame Zapfel, qui fut une médium assez renommée de l'après-guerre. Et je vais laisser la parole à Mariana pour qu'elle nous donne un peu plus de détails sur la légende. Alors pour ce lieu, j'ai pu récolter pas mal de témoignages. Donc dans un premier temps, ce sera pour les anciens propriétaires. Ils ont vécu des phénomènes très étranges. Donc des apparitions, des fortes respirations, des bruits de pas, des portes qui claquent, vraiment des choses très étranges. Alors voilà pour les témoignages les plus récents. Après, la légende principale du manoir, donc c'est celle de Geneviève Zapfel. Il y a un tableau qui la représente dans une des pièces du manoir. Et la légende veut qu'elle descende de ce tableau pour se promener dans les couloirs du manoir. Alors voilà pour la légende. Il y a un point essentiel, en tout cas, avec cette enquête qu'il va falloir que l'on exploite. C'est le fait que les gens qui dorment sur place disent vivre la nuit certains phénomènes. Et je pense qu'il serait assez utile que l'on dorme sur place et que l'on filme nos chambres afin de voir s'il peut se passer pendant la nuit des choses, comme ils disent, des bruits de pas, des respirations ou même des objets qui se déplaceraient. Donc je pense que c'est un filon exploité. Effectivement, si on dort dans les pièces, on va essayer de mettre les cams en fait dans chacune de nos chambres. Mais à voir, je pense que c'est Denis qui va quadriller le truc avec les cams. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, mais à la limite se servir de ma chambre comme QG, puis de faire partir les cams dans toutes les chambres le plus logique possible, sans que ça dérange, et peut-être d'avoir plus d'infos sur les chambres peut-être où il y a eu le plus de phénomènes. Il doit bien y avoir des chambres où c'est récurrent, ça revient souvent, les témoignages, peut-être plusieurs clients différents ont eu les mêmes choses dans les mêmes chambres. Ouais. C'est parti. Go. Demain. 2 raisons pour lesquelles on s'est rendu au manoir de Tertre. La première, c'était effectivement son ancienne propriétaire, Madame Zapfel, qui a été longtemps réputée comme étant la plus grande médium de France. La deuxième, non moins évidente, la Bretagne. La Bretagne. C'est l'endroit le plus mythique de France concernant l'ésotérique, le monde de l'invisible, et c'était notre première. On avait vraiment envie de se rendre en Bretagne pour y faire une enquête, se retrouver au sein même de cette forêt, au sein même de ces légendes, de cette histoire, et se laisser peut-être submerger par ce monde invisible qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, nous avons totalement oublié.
RIP. Comment allez-vous? Bienvenue au manoir du Tertre. Merci. Alors, je suis Amar Drif, le propriétaire de cette maison, donc, dans laquelle vous allez faire une belle chasse, j'espère. Bien, alors je vais vous montrer le fameux tableau donc, qui fait un peu la légende de ce lieu. C'est un tableau en pied de Geneviève Zepfel, qui fut le grand médium français de l'après-guerre. Le fameux tableau de Tertre, donc. Ce tableau la représente lors de la conférence qu'elle a fait à la salle Pleyel dans les années 30. Il y avait un public de 2000 personnes, donc c'est pour vous dire la notoriété qu'elle avait, où elle avait prophétisé ce jour-là Hiroshima et Nagasaki. Bien, alors je passe devant vous, Marina. Voilà, vous vouliez voir la chambre où dormait Geneviève, donc bien c'est celle-ci. Alors il faut savoir que c'est l'une des chambres nuptiales les plus célèbres de Bretagne. Ici, on passe sa nuit de noces. Parce que ce lit promet des noces durables et heureuses. Et par contre, on n'y dort jamais seul. D'accord, c'était vraiment un lit comme ça. C'est un Baldaquin authentique du 18e, D'accord. donc voilà. Il dormait déjà dans ce lit, d'ailleurs, qui est de petite dimension, les gens étaient petits. Le général de Gaulle est venu au manoir, mais c'est pas dans cette chambre, pour des raisons de taille, qu'il a dormi. Il a dormi dans une chambre du 2e étage. Voilà. Bien, Marina, là, cette chambre tout à fait simple, on dirait une cellule de moine. En fait, c'est une chambre où, au printemps dernier, un couple de randonneurs s'est installé parce qu'ils voulaient l'endroit le plus rustique de la maison, et là c'est plutôt un dortoir. Et lorsqu'ils sont partis, ils ont voulu filmer le lieu où ils dormaient. Chose étrange, sur le caméscope de la famille, eh bien, derrière la fenêtre se tenait quelque chose qui pouvait apparaître comme une ombre pour les uns, pour les plus sceptiques, et pour eux, ils avaient l'absolue certitude que c'était la silhouette de Geneviève Zepfel, donc qui était là dans leur film. Elle était dans leur chambre, et eux filmaient leur chambre de l'extérieur en s'en allant dans la forêt. Alors, Monsieur Drif, vous êtes le propriétaire du manoir. En quelle année l'avez-vous acheté et qu'est-ce qui vous a donné envie de l'acquérir? Alors en quelle année? Je crois qu'il y a 6 ou 7 ans maintenant. En fait, j'étais à la recherche d'un lieu pour entamer une nouvelle vie, une nouvelle activité. Donc un lieu qui soit au calme. On peut citer Hugo Pratt, qui a séjourné ici, qui nous a laissé dans une autre pièce un dessin autographe. Comme visiteur, le général de Gaulle avait ses habitudes à Paimpont, puisque sa maman est originaire d'ici. Alors, que pouvez-vous nous raconter sur cette fameuse Geneviève Zepfel? Geneviève Zepfel, donc qui est-elle? Eh bien, c'est ni plus ni moins que le grand médium français du début du XXe siècle. Que petite fille, elle était condamnée à mort par une tuberculose inguérissable, et que lui est apparu donc en haut de l'escalier de ce grand escalier, Saint Judicaël, le fondateur de l'abbaye de Paimpont, donc qui est roi de Bretagne. Et Saint Judicaël l'a sauvé et lui a donné le don de guérison. Si l'on interprète, parce que c'est tout le temps sujet à interprétation, donc ces prophéties prédit l'euro, les camps de concentration ou Hiroshima et Nagasaki. Elle est née ici, dans cette maison. Alors, cette maison, elle a une particularité, c'est qu'elle a au mur un tableau, et il ne devait pas, selon la dernière volonté d'une de ses anciennes propriétaires, bouger de l'endroit où il était. Donc, ou bien ça aurait été équivalent à murer une fenêtre ou démolir un mur ou quoi que ce soit. Donc voilà, je le trouvais pas très beau en vérité. Je le trouvais un petit peu mal réalisé. J'ai fini par l'accepter et, chose encore plus importante, lui il m'a accepté. Donc. Et quand on dit qu'elle descend du tableau, enfin vous étant très rationnel,
C'est-à-dire, comment vous... Je l'ai vu descendre du tableau. Je suis rentré un jour de pleine lune là. La lune était en dessous. Eh bien, elle était là. Elle n'était pas dans le tableau. Elle était 1 mètre devant ou 2 mètres devant. Mais c'est quoi? C'était simplement l'émotion que j'ai eue à ce moment-là. Pour moi, la fraction de seconde où ça se passait, elle était sortie du tableau. Elle est décédée ici, oui. Alors on dit qu'elle est décédée, qu'elle est née au solstice d'hiver et qu'elle est décédée au solstice d'été. Donc c'est un peu étonnant de voir la lumière au moment où les nuits sont les plus longues et de la perdre au moment où les jours sont les plus longs. Pour l'anecdote, on pourrait, en utilisant comme ça un raccourci rapide, dire que le Da Vinci Code est né au manoir du Tertre. L'affaire de Rennes-le-Château, la pierre de Languedoc, le trésor des Templiers, c'est ce groupe des Alpha-Galates qui a été créé par Nicolas de Sède et Pierre Plantard. Pierre Plantard, c'est un jeune homme qui a été élevé chez Geneviève Zepfel, puisque c'est le fils de sa cuisinière. Geneviève Zepfel a été son Pygmalion. Est-ce que certains ont vécu quelque chose de spécial? Est-ce qu'on vous a déjà rapporté après une nuit au manoir? Plusieurs fois, oui, bien sûr, plusieurs fois. Je me souviens de ce couple. Lui avait vu et entendu les serrures jouer pendant toute la nuit. Il a eu l'impression que quelqu'un allait rentrer et en fait la serrure ne faisait que tourner et elle a eu l'impression de ne pas dormir dans son lit, mais 50 cm au-dessus de son lit. Alors sans compter ceux qui ont été visités par réellement Geneviève au pied de leur lit, ça c'est arrivé fréquemment. Des enfants d'ailleurs des fois. J'ai beaucoup de respect pour les émotions des gens. Peut-être que tout simplement on transporte jamais que ses propres fantômes, mais comme tous les lieux un peu romantiques, c'est sujet à fantasmes et chacun en rajoute. Je reçois des visiteurs de toute l'Europe qui viennent se recueillir devant son tableau. Vous pensez qu'il peut avoir quelque chose? Il y a une part de vérité dans ce qu'ils disent? Il y a une part de leur vérité. Il y a une part de leurs besoins. Je crois que tous auront en commun le fait que cette vérité, elle est importante dans leur vie de tous les jours, tout le temps. Ça a changé leur vie. Voilà. D'accord. Regardez, les 2 DVR dans votre chambre, dans notre chambre. DVR doit être programmé pour tourner la nuit. Le problème est que c'est un lieu qui est petit. C'est un lieu qui est habité, donc à plusieurs, ça risque d'être un problème lors de l'enquête. L'enquête, ça c'est Channel 3, ça c'est la chambre du technicien numéro 1. Comme un tout petit peu. Stop, là. Voilà. Ok, nickel. Par contre, qu'est-ce qui se passe là? Parce qu'on a une... Ok, non, c'est bon, c'était la lumière du caméra. Ok. Racontez. Pour avoir le meilleur angle de nuit, moi je la mettrais comme ça. Comme ça, on a les 3 lits. Ouais, C'est bon, bien. Là, c'est bien, c'est bien. Alors d'après ce que j'ai pu récolter cet après-midi, tous les phénomènes se passent principalement dans le couloir où on dort. Donc dans différentes chambres, c'est plutôt des gens qui ont dormi ici et qui ont ressenti des phénomènes étranges, donc sensations d'oppressement. Il y en a qui disent avoir vu la fameuse Geneviève Zepfel au pied du lit. C'est juste au-dessus de la cuisine, c'est des pièces qui servent un peu de débarras. Et là, il y a quelqu'un qui aurait filmé en partant une ombre vers la vitre et qui ressemblerait à une personne. Donc après, je sais pas, au niveau du matériel, comment vous avez prévu de faire? Pour ce soir, le matériel, on va faire différemment. On va installer le DVR. Par contre, étant donné que c'est un lieu qui est assez petit et rempli de chambres, et que d'après certains témoignages, en fait, les gens auraient vécu beaucoup de choses. Donc ce qu'on va faire, c'est que vu qu'on a la possibilité, exceptionnellement, de dormir sur le lieu, on va carrément poser les caméras Night Shot dans nos chambres. Comme ça, si par hasard, dans la nuit, il se passe quelque chose, au moins on l'a sur caméra. Le manoir de Tertre reste, on a l'impression, un lieu d'inspiration pour les gens qui y viennent. Et pour conclure vaguement, en écoutant le propriétaire de notre arrivée, on a senti qu'effectivement de nombreux artistes, écrivains, musiciens, chanteurs, viennent s'isoler ici pour s'inspirer peut-être des murs et de la forêt de Brocéliande qui est à proximité du manoir de Tertre.
Et comme c'est un lieu plus petit que les enquêtes qu'on a l'habitude de faire, si on opère dans le même lieu, c'est pas grave, on va essayer juste d'être un petit peu plus discret parce que c'est du bois, il y a beaucoup de bois, ça craque, il y a beaucoup de bruit ambiant. Donc on va essayer d'opérer sur les mêmes étages et peut-être un peu plus rapprocher et on va plus se baser sur nos ressentis globaux, tous les 5. Ok? Si on n'a pas de questions, on se lance. Allez, c'est parti. Vous allez au deuxième, cet étage-là. Premier? Ouais, premier, non, on va au deuxième. Ok, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de pas trop se séparer. Ah, puis c'est bien, si jamais ce qu'on fait, c'est que si on s'enferme dans des chambres ou quoi que ce soit, s'il se passe quelque chose, on prévient. Ouais. On fait quoi? On fait chambre par chambre, on essaye de... Ouais, je passe. Antoine, Oui? où est ton personnel? Non, On n'avait pas besoin de prendre de toki. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un à ton étage. Quoi? Ouais, bon, si je voulais te crier aussi. Parce que là, je devais venir ici pour plus longtemps. Tu veux qu'on prenne les toki? On va dans la chambre du fond. Ouais. C'est la partie. Je sais pas la respirer. C'est à cet étage où il y a le plus de témoignages, justement des gens qui viennent dormir, les portes qui claquent, les bruits de pas. Mais déjà on peut déjà se rendre compte. Les bruits ambiants, tout est en bois, les poutres, ça craque, rien n'est hermétique, enfin, ou isolé, c'est... Donc moi j'ai essayé de rester dans ce couloir, d'accord? Tu veux l'amplificateur de son plutôt? Parce qu'au final, il n'y a pas plus d'apparitions, enfin, il n'y a pas dans le Marin de Tertre. C'est beaucoup les bruits. Voilà, il n'y a aucun fait spécifique sur quelqu'un de décédé qui apparaîtrait, donc c'est logique de mettre de côté l'EMF, enfin le REM. Ouais, normalement. Tu veux l'amplificateur? Ouais, je vais le prendre en plus. 0,2, 0,3 déjà. Ouais. En moyenne ambiante. Ou alors c'est qu'il se passe déjà quelque chose, mais j'ai un gros doute là. J'ai le doute aussi. C'est là où il y a la vidéo que Marianne nous a parlé. Ouais. Il fait combien? 16? 16. Puis on va essayer de traverser de l'autre côté. Ça rejoint les deux. Moi j'ai 0 jus, hein. J'ai pas de jus du tout. Il n'y a pas de courant en fait. Dans l'aile. Aucune fluctuation. Tu as 0 pointé. T'as quelque chose toi? Rien du tout. T'entends rien? Non. En plus j'ai le toki qui arrête pas de s'activer. Ouais, ça j'entends. Quelqu'un qui joue avec un toki quoi. Un petit peu. Est-ce que c'est vous qui jouez avec les toki entiers? Qui quoi? Tu peux répéter en fait? Est-ce que c'est vous qui jouez avec les Tokiwoki? Non. Je sais pas, ils arrêtent pas de s'activer. Non bah écoute, depuis tout à l'heure on n'a rien sur le Toki. Ouais, leur Toki s'active pas.
ici, là. Il y a un petit courant d'air, on a l'impression. Ouais. C'est quoi ça? Je sais pas, mais c'est. T'appelles avec là. Attends, c'est une pile ça. Est-ce que j'ai entendu là? Ouais, je vais l'éteindre. Ouais. Vous entendez le souffle? Antoine, c'est vous qui avez appuyé sur le toki? Non, justement, c'est ce qu'on vient de dire avec Denis. Il est posé par terre, on a entendu un souffle. Vraiment rauque. Vous avez entendu un souffle? Vous aussi? 2 fois. Ok, alors gardons les oreilles bien ouvertes, on va voir. Ce qui était étrange à ce moment-là, c'est que dans le manoir de Tertre, on est coupé du monde. Il n'y a généralement aucune communication qui peut justement venir gêner les talkie-walkie. Et le souci, c'est qu'à ce moment précis de l'enquête, mon talkie-walkie, de façon récurrente, captait des interférences, des bribes qui venaient gêner, ce qu'on appelle des bruits parasites. Et il y a eu, à ce moment, un son qui s'apparente à un souffle rauque, humain. Ouais, je vais l'éteindre, le toki. Ouais. Vous entendez le souffle? Mais qui au final est transmis à travers le talkie-walkie. Donc, on reste sur l'hypothèse que ça peut toujours être une interférence venue de nulle part. Là, c'était vraiment le calme. Aucun appareil avait eu de problème particulier. Après, interférence, pas interférence, ça a laissé un doute pendant un moment quand même. Je vais faire une petite séance de VP dans cette pièce. Ouais. Ok. 2 minutes, 2 minutes 30. Moi, je reste là, à cheval entre les deux. Comme ça, je te laisse faire. On va voir, essayer de provoquer dans tout le couloir. Ok. Séance de VP, manoir de Tertre, Nico, Seb, 1er étage. Est-ce que tu hantes cette demeure? Oui. Oui. Voilà. Elle est fermée. Elle est fermée. Elle est fermée. Non. Non. T'as pas le temps, Louis, en plus, il est au QG. Bah oui, il est au QG. Qu'est-ce que t'as vu? Qui c'est qui a fermé? Ça n'a pas enregistré, j'ai vu un truc passer comme ça. Ça n'a pas enregistré? Non. Putain, on n'a pas réglé la sensibilité. C'était où? Et celle-là, ça enregistre pratiquement jamais, c'était là, devant là. C'était foncé ou c'était... Là, c'était foncé, bah, vraiment par-dessus le mur. J'ai vu un truc. Ça fait vraiment une ombre un peu plus foncée, ça a traversé. Alors que là, j'ai l'impression de voir. Je sais pas comment expliquer. Après, voilà, ça peut être que de la poussière, mais à chaque fois, le carré, il est là. Le channel 1, là, c'est... Ah, putain. Je peux pas demander les clés à Louis? Bah si, il faut descendre. Il y a la route qui monte. Ouais. Il suffit qu'il y ait eu une voiture avec les phares. Puis ça a fait quelque chose, quoi. Je vois que ça pour ici. La fenêtre est ouverte, il fait jour, il y a la route qui monte. Pendant que je regardais le DVR, quelque chose a attiré mon regard en haut à gauche. Donc c'était une forme vaporeuse, plutôt foncée, sans forme vraiment définie, qui est passée très rapidement sur mon écran. Moi, c'est une pièce, elle me plaît. On fait en dessous. Il fait pas chaud là, les températures sont encore baissées, hein? 15. Je vais juste scanner la pièce au niveau de l'étang noir.
Ah, ouais, on va se mettre tranquille dans le noir, je vais juste calmer la pièce. Les choses sur les photos. Attends. J'arrive à comprendre la photo d'un autre côté. On voit très clairement Ben. Ici. C'est ça, à côté. Essaye, remets tes lunettes, parce qu'il n'y avait pas la même zone de lumière. On n'est pas la bonne, on va essayer de faire plusieurs tests. De toute façon, le but, Nico, c'est que tu essaies de la recréer. Si tu n'arrives pas à la recréer, là, c'est louche. Si tu arrives, malheureusement. On essaye ? Alors on est là dans cette petite pièce avec Seb et Ben, donc le cadreur, et je fais une dizaine de séries de photos contre l'encadreur de la porte, et on voit apparaître une silhouette qui se détache de celle du cadreur. Alors ça paraîtra peut-être logique à premier abord, ceux qui vont regarder la photo, de se dire bon ben voilà, c'est effectivement peut-être un déplacement de Ben, et ça nous donne un double. Sur place, ça ne nous a pas paru si évident que ça. Donc c'est pour ça qu'on a décidé d'essayer de reproduire la photo. On est resté un bon moment avec Seb. Et effectivement, on n'a pas réussi à reproduire exactement la photo. Mais je suis quasiment convaincu que c'était lui, ni plus ni moins. Ce qui veut simplement dire une chose, c'est que si on ne prend pas le temps de regarder correctement une photo, on peut l'interpréter comme on a envie. Donc c'est la raison pour laquelle on a décidé de prendre du temps avec Seb, pour être sûr. Elle s'explique de façon rationnelle. C'était bien Ben. Après un début d'enquête peu concluant, l'équipe décide de veiller toute la nuit. Je suis venu l'année dernière pas assez longtemps. Je voulais vraiment profiter de cette année pour passer une semaine, surtout dans ce lieu magique de Brocéliande. C'est tranquille, c'est un lieu de paix. J'ai découvert ce lieu sur Internet. L'histoire du lieu, je l'ai découvert cette année. C'est un mélange d'ésotérisme, oui, de fantômes. J'aurais bien voulu la voir. On peut la ressentir, à la limite. Mais c'est quelque chose de très pacifique. Très pacifique, très bon, qui va avec ce lieu, cette forêt. J'ai fait des beaux rêves, ça c'est sûr que c'est des rêves, des chouettes rêves. Pour moi, c'est un endroit largement positif, oui. En chemin vers la ville de Paimpont, Mariana a la chance de rencontrer une descendante de Geneviève Zapfel. En apprendra-t-elle davantage sur cette fameuse médium ? Je suis Marie-Annick Brasse et je suis la petite nièce de Madame Zapfel. Vous êtes déjà allé au manoir, vous avez déjà dormi plusieurs fois dedans, si je me trompe Alors pas. le manoir, je le connais depuis ma jeune enfance, puisque notre grand-oncle nous invitait régulièrement à déjeuner au manoir du Tertre. Et donc j'ai visité les chambres avec tous les noms qui s'appellent le Druide, Lancelot, Viviane, etc. J'ai dormi une seule fois pour voir, justement, parce qu'on disait qu'il y avait des choses assez curieuses qui pouvaient s'y passer. Et vous avez ressenti quelque chose de particulier? Ma foi, non. Mais j'ai pas eu de ressenti particulier, en fait. Et par rapport à votre famille, qu'est-ce qu'on vous en a pu vous raconter sur Geneviève Zapfel, sur le personnage? Alors Madame Zapfel, c'est vrai qu'en tant que famille relativement proche, elle ne nous racontait pas ses activités. Donc elle faisait bien la distinction, la famille et ses activités. Mais elle a écrit des livres et j'ai su qu'elle était grande conférencière, qu'elle était médium. Donc elle faisait des grandes conférences à la salle Pleyel et qu'elle aurait eu des visions à peu près jusque dans les années 2000. Votre famille croyait à ses pouvoirs, à ses dons?
on évitait, quoi, puisqu'elle n'aimait pas trop non plus qu'on en parle, donc c'était un petit peu tabou, en fait. Elle ne prédisait pas de... Elle faisait des prédictions Ah non, pour la famille? avec nous, non, pas du tout, elle ne voulait pas. Donc je sais que ma mère avait essayé de lui demander, parce qu'on avait eu donc des soucis avec mon père, et elle a dit non, 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 moi je n'interviens pas dans les histoires de famille, je préfère les gens qui sont neutres extérieurs. Elle ne voulait pas du tout faire quoi que ce soit avec nous. Certaines personnes disaient que c'était une druidesse, etc. Mais c'est faux, là, c'est complètement ça, c'est faux. Complètement faux. Elle était médium, en fait. Voilà. Elle m'intimidait énormément. Hein. Quelqu'un qui était pour moi assez froid. Et c'est vrai que je me sentais pas très, très à l'aise avec elle, quoi. Mais bon, donc voilà, donc j'avais pas énormément d'échanges. Et je voyais bien, elle avait un regard un petit peu particulier, donc qui me glaçait un petit peu, quoi, en fait. Et par rapport aux personnes qui dorment dans le manoir, il y en a beaucoup qui disent ressentir des choses vraiment étranges. Voilà, comme Brocéliande, il y a beaucoup de courants telluriques, c'est possible qu'il en passe sous le manoir. Donc moi, je suis pas hypersensible à ces courants telluriques, mais beaucoup de personnes donc, ont eu des ressentis par rapport à des ondes, qui disent avoir des impressions qu'il se passe des choses dans les chambres. Donc maintenant, je ne sais pas, mais c'est possible qu'il y a des personnes qui ont des ressentis que tout le monde ne possède pas. Et par rapport à ce fameux tableau, qu'est-ce que vous en pensez? C'est un tableau qui est très très fort, hein, malgré qu'il y a une vitre devant. On a l'impression qu'il vit. Oui, c'est vrai. Et donc en observant le tableau donc, de Madame Zeyfel, suivant son regard changeait. Donc on avait l'impression qu'elle passait des messages, etc. Mais ce que je peux vous dire, moi j'ai entendu dire par des ex-propriétaires donc, du manoir du Tertre, et puis j'ai rencontré une personne ou deux qui ne supportaient pas donc, ce tableau. Dès qu'ils rentraient dans le manoir et qui restaient devant elle à l'observer, il y en a une ou deux personnes qui sont tombées, qui sont évanouies. Quoi. On a l'impression qu'il vit, mais enfin moi je suis jamais tombée devant le tableau. Quoi. Donc c'est vrai que je pense que le manoir a un vécu assez lourd, hein, donc il s'est passé pas mal de choses dans ce manoir, j'ai l'impression. C'est possible. Je dirais oui, c'est possible qu'il peut y avoir de temps en temps des choses un petit peu curieuses. Le but, c'est d'encadrer le tableau. Qu'il n'y ait que du blanc autour du tableau. Voilà. C'est de ce côté-là. Voilà, merci. Faut que ce soit tendu. Hein. C'est tout. On va, je vais dire, enfermer le tableau dans une sorte d'entonnoir. On remplace les panneaux réfléchissants qu'on utilisait l'année dernière par les draps blancs. On quadrille de laser. Et au moins, je veux dire que nos caméras, elles vont être fixées sur le tableau aussi. Enfin, on n'espère pas qu'elle va sortir du tableau, je pense pas qu'elle sortira. Si on part dans l'hypothèse que le tableau peut bouger ou avoir des sortes de reliefs dû à la peinture ou autre chose, aux effets de lumière, là, quadrillé comme ça, on aura les images parfaitement... en gros, il n'y aura aucune perturbation dans le champ qu'on filme de l'extérieur. Donc s'il se passe le moindre phénomène par rapport ou venant du tableau, on le capte. Exactement. Ok. Pour débuter l'enquête ce soir, on a installé la salle test avec Denis autour du tableau de Madame Zeyfel, comme c'était prévu, avec justement les draps qui remplacent les panneaux réfléchissants et les lasers. On va installer plus tard avec Denis le pod et les géophones. Et puis sinon, essayer de refaire un peu la même enquête qu'hier. Ce qui est principal, c'est la salle test, l'éviter un maximum. Passer autour, aller dans les pièces qui sont de chaque côté, mais surtout éviter de rentrer dans la salle test. Allez, c'est parti. Go. Comment on dit que t'es pas la chambre de la carte? Ouais. Ouais, bon, ça se passe pas du tout. Il faut lancer la cam pendant que je lance... je mets en route la salle test. Donc là, c'est la pièce où Geneviève, elle dormait. D'accord. Alors par contre, je sais pas si c'est une impression, mais moi je me tape un sacré mal de crâne d'un coup. Ouais. Cette chambre, elle est beaucoup plus pesante que les autres. Hein. En tout cas, au niveau des fluctuations, j'ai absolument rien du tout pour le moment. C'est juste que c'était la chambre de Geneviève.
Donc j'imaginais qu'elle serait plus chargée énergétiquement. Logiquement, je veux dire, étant donné que c'est... Après, c'est qu'une supposition. Voilà, donc on est sûr de toute façon que c'était sa pièce. Ouais. C'est logique que si elle enterrait en fait ce manoir, elle voudrait peut-être revenir en fait dans les lieux qu'elle fréquentait le plus, quoi, en fait. C'est un simple ressenti, hein, ça n'a peut-être rien à voir absolument avec ça, mais c'est vrai que depuis que je suis entré dans cette pièce, j'ai un mal de crâne. C'est pris au piège, au milieu des lasers. La caméra, le capteur. Ce que j'attends, c'est qu'elle nous fasse un signe de sa présence. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent ici, qui la respectent énormément, qui viennent voir son tableau et qui espèrent un signe, tu vois, qui vont lui rendre hommage en fait, qui respectent encore cette personne encore des années et des années après. Donc moi, ce que j'attends, c'est qu'elle nous montre sa présence, je ne sais pas par quel moyen. En règle générale, on est toujours confronté à des légendes en fait où des personnes sont mortes de manière relativement atroce. D'où une certaine théorie en fait quand ces personnes meurent sous les coups ou en se suicidant, il y a peut-être une forte émanation d'énergie et cette empreinte resterait sur place. Donc là, c'est vrai qu'on est dans un tout autre cas de figure. Beaucoup de gens qui dorment ici, ils font des rêves étranges. Est-ce qu'elle ne se servirait pas de ce moyen pour justement entrer en contact avec les personnes, leur envoyer des messages par le biais des rêves? Tu vois, c'est peut-être pas forcément instantané comme on le voudrait, comme on le demande. C'est peut-être elle utilise des messages d'une autre façon. Si cette personne-là, avec autant d'énergie, après sa mort, l'énergie ne peut pas rester, du coup, tu vois, ça me décevrait. Pour moi, s'il y a une personne qui peut revenir, tu vois, ce serait elle. Une personne qui communique par écriture automatique avec Geneviève. Moi, elle habite à Paris, cette personne. Ouais. Et elle dit recevoir des messages de Geneviève par écriture automatique. Ça me parle, mais à voir. Et toi? C'est vrai, j'aimerais bien essayer. Tous nos protocoles de recherche, à la base, ce ne sont que des hypothèses. Étant donné que ce lieu se prête un petit peu plus à l'univers spirit et que nous savons par témoignage qu'une personne arrivait à entrer en communication avec Geneviève par écriture automatique, nous avons décidé avec Marina d'utiliser cette méthode. Avec Seb, dans la chambre, on avait très peu de résultats. Donc j'ai pris l'initiative d'essayer une séance d'écriture automatique. Pourquoi? Parce que je me suis souvenu qu'une certaine personne qui avait déjà dormi plusieurs fois dans le manoir dit communiquer avec Geneviève par l'écriture automatique. Donc ce n'est pas dans nos protocoles, mais je me suis dit, étant donné qu'on n'avait pas de résultats, je vais essayer d'avoir l'esprit un petit peu ouvert. Et donc, on a essayé cette technique. Tu veux l'essayer? T'essayes, moi je suis pour. Quelque chose. Il n'y a rien, aucune réaction. C'était il y a combien de temps que les gens qui ont dormi dans cette chambre sont partis en filmant quelque chose? Oui, c'est plutôt récent. Parce qu'ils l'ont vu de dehors. Ouais. D'accord? Depuis la fenêtre. Ouais. Bah, qu'est-ce que la première chose que vous verriez, vous, de dehors, qu'est-ce que vous verriez là? Le miroir. Bah ouais. C'est pas l'explication de ce reflet, en tout cas de cette forme qu'ils auraient pu voir, parce que ça coïncide parfaitement, parce qu'ils l'ont vu en sortant de l'entrée du manoir qui est juste là. Peut-être qu'avec un effet de miroir, ça pourrait être... Je dis pas que c'est ça, mais je dis que ça pourrait être une explication plausible. Ouais, ça pourrait être... On va essayer de quadriller, je vais rester par là. On raconte avoir vu une silhouette de femme dans les fenêtres des chambres de ce couloir. Cette fois, je m'adresse à vous, Madame Zweifel.
est-ce que vous habitez toujours le manoir de Tertre? Je sais pas ce que ça peut donner. On va tenter. On va se mettre un peu au calme pendant 2-3 minutes. Mariana, elle est en train de se relaxer en fait. Tu vas regarder en fait en haut le plus loin que tu peux. Ouais. Fermer tes yeux. Toujours regarder en haut et inspirer très fort. Tu regardes toujours loin derrière. Ouais. Tu tiens ta respiration pendant 5-6 secondes et tu relâches tout. Ok. Tu fais ça 5 à 6 fois et ça va relâcher tous les muscles et tous les nerfs de ton corps en fait. Et tu seras dans un état un peu plus cool, on va dire. L'écriture automatique, des gens mettent des semaines voire des mois à avoir des expériences concluantes. Donc si là au bout d'une heure ou deux on n'a rien, cela ne voudra pas dire que ça ne fonctionne pas non plus. Séance de VP, Mariana Seb, chambre de Geneviève. Était-ce bien ta chambre? Qu'est-ce que tu ressens, Mariana? Qu'est-ce que t'as, toi? Tu connais le fameux proverbe qui ne tente rien n'a rien? Les résultats n'ont pas été concluants non plus. Je ne sais pas si ça vient de la façon dont je l'ai fait. Est-ce qu'il faut un don particulier pour faire l'écriture automatique? Mais il faut savoir que selon les témoignages, les personnes qui disent pratiquer l'écriture automatique mettent des fois des semaines, voire des mois pour avoir des résultats. Pourquoi je l'ai fait? Parce que j'ai eu envie de le faire. Parce que, comme j'ai dit, on n'avait pas de résultats. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas? Pour moi, l'écriture automatique, c'est beaucoup trop subjectif pour pouvoir l'utiliser comme outil d'enquête. À ce moment-là de l'enquête, c'était le calme plat et on a décidé d'un commun accord à se réunir tous les 5 dans l'ancienne chambre de Madame Zweifel et utiliser tous nos appareils en même temps. Le but, dans le fond, est d'opposer le monde spirituel qui règne au manoir de Tertre, puisque Madame Zweifel était une médium, et le monde un peu plus rationnel et scientifique que représentent nos appareils. On va essayer de recroiser tous les résultats hypothétiques de nos appareils, donc la radio, le son, la vidéo, la photo et l'écriture automatique pour Mariana. J'essaie de trouver le bon canal. En tout cas, la bonne fréquence. Vous vous sentez comment dans cette pièce? Toi, Denis? Normal? Ouais. Y a-t-il une ou plusieurs entités ce soir présentes dans cette pièce? Si vous avez vécu dans cette chambre pendant de nombreuses années, et si vous êtes encore présente dans les murs du manoir de Tertre, alors nous sommes à l'écoute. Nous avons un but et un seul. Obtenir des indices sur l'éventuelle possibilité de la vie après la mort. S'il y a une véracité, quelle qu'elle soit, derrière le phénomène de la vie après la mort,
qu'elles soient énergétiques, physiques ou encore inexpliquées pour la science humaine, nous sommes ouverts. L'un d'entre vous a ressenti ou a capté quoi que ce soit sur ces appareils ou... Pour les 3 appareils que j'ai dans la main, rien du tout. Ok, Seb? Alors moi, en direct, rien du tout. Il faudrait juste que j'analyse. Sur la gauche, il y avait une sorte de visage qui se dessinait, mais ça peut être de l'appareil de lit. Il faudrait que j'analyse image par image. Il faut sur photo? On regardait juste les photos numériques. Voilà. Si c'est illisible. Rien. Sur la radio, j'ai rien. Le pod, rien. Géophone, rien. C'est-à-dire que là, on a environ 12 appareils. Le grand néant. Voilà. Ok. Ressenti pareil. Ressenti personnel, pareil. 5 personnes. Il y a peut-être trop d'appareils rassemblés. Par contre, c'est possible qu'il y a trop de personnes. Ah, ça c'est... Ça, c'est possible aussi. On est quand même nombreux. Hein. Et peut-être que si nous ne captons rien nulle part avec aucun de nos appareils, c'est qu'il n'y a peut-être rien dans cette pièce. Un lieu spécial, empreint de magie, mais qui malheureusement n'aura pas révélé tous ses secrets. L'analyse du manoir de Tertre s'est déroulée de façon différente, puisqu'il ne faut pas oublier qu'on est dans un lieu chargé d'histoire, mais plutôt spirituel. Donc, les résultats sont assez maigres. Le talkie-walkie, il n'y a rien d'extraordinaire ou de paranormal dans une interférence à un talkie-walkie, puisque c'est un émetteur-récepteur radio qui marche en half duplex, donc ça veut dire que c'est une communication, mais pas simultanée. Vous avez entendu le souffle? Capter un son, une interférence qui s'apparente à un son humain, oui, mais ça reste une impression personnelle. La forme vaporeuse que Mariana a vue au DVR au premier étage ne peut pas être prise en compte dans l'enquête, pour la simple et bonne raison que la porte, parce que c'était la chambre du preneur de son, la porte était fermée à clé, que le DVR n'était pas réglé sur la sensibilité maximum, donc elle n'a pas enregistré cette forme, ou enfin cette vapeur, ce mouvement, cette ombre, peu importe comment on l'appelle, on ne peut pas la prendre en compte dans l'enquête, elle ne fait pas partie de l'analyse. Le problème technique qui se pose avec cette photo, il est très simple, en tout cas à l'analyse, et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas le prendre en compte, c'est que le temps de pause et le temps que l'obturateur capte le peu de luminosité qu'il y avait dans la salle, il suffit d'un seul mouvement pour dédoubler l'objet ou la personne qu'il y avait en face. À ce moment-là, c'était le cadreur. Donc oui, la photo est intéressante puisqu'on voit une forme vaporeuse, comme s'il y avait quelqu'un qui regardait le cadreur d'en haut, mais il n'y a rien de paranormal. Donc d'une façon sommaire, l'analyse du manoir de Tertre est très rapide. Il n'y a aucun résultat quantifiable d'un point de vue vidéo, audio ou même photographique. D'après mon expérience personnelle au manoir de Tertre, lors de cette enquête, je ne pense pas que le manoir de Tertre est un lieu hanté. Au vu de notre enquête et de mes ressentis personnels, je n'ai pas eu de phénomène qui pourrait prouver d'une certaine forme de hantise dans ce lieu. Pour moi, le manoir de Tertre n'est pas un lieu hanté. Il se passe des choses étranges pour certaines personnes au manoir du Tertre. Je pense que c'est plus au niveau spirituel selon la sensibilité de chacun. En tout cas, paranormalement parlant, le manoir du Tertre n'est pas hanté. Pour moi, le manoir de Tertre n'est pas un lieu hanté. C'est un lieu qui reste mystique, spirituel,
mais qui n'a aucun lien avec les hantises. Je pense qu'on s'y est peut-être mal pris, dans une certaine mesure où nous n'avons pas ciblé réellement ce qu'était le manoir de Tertre. C'est probable que ce lieu est plus orienté ésotérisme et que la majorité de l'équipe n'a pas su discerner cette chose. Comme je dis toujours, il faut rester et garder l'esprit ouvert, et nous l'avons peut-être pas assez ouvert à ce moment-là. D'un autre côté, Mariana, elle, est restée plus ouverte à ce genre de choses. Je pense que c'est une question de sensibilité, et le manoir de Tertre a besoin de sensibilité, et la majorité de l'équipe n'en a pas fait part, en tout cas, n'en a pas montré assez. Le manoir de Tertre n'est pas un lieu hanté, l'enquête n'a pas démontré le moindre élément dans ce sens. Cependant, le fait d'être au centre de cette forêt de Brocéliande, car le manoir de Tertre en est vraiment son centre, nous montre l'intégralité de ces légendes, de ces mythes. On y ressent vraiment une sensation étrange, différente des autres lieux dans lesquels on a pu aller. Le manoir de Tertre ne nous a pas révélé tous ces mystères, et je suis quasiment certain qu'il n'est pas prêt de les révéler. Personnes qui gravitent un petit peu autour de nous et qui nous ont donné certaines informations, qui nous ont interpellés. Et on avait des bruits ambiants. Ça nous a quand même mis dans une ambiance assez désagréable. On entend une voix au loin crier. On a entendu des bruits, mais les bruits, ils venaient quand même de très très loin.